Vous voici dans le thème 2 de géographie de votre programme de troisième, qui s'intitule Pourquoi et comment aménager le territoire. Vous allez voir d'ailleurs que c'est la problématique de ce premier chapitre que nous allons aborder ensemble. Alors c'est le premier chapitre du thème, mais c'est votre quatrième chapitre de géographie. Vous pouvez en noter le titre, chapitre 4, Aménager le territoire. Une fois que vous avez noté le titre, vous changez de vignette pour la problématique. Problématique, comment et pourquoi aménager le territoire français. Ce chapitre 4 va commencer par une introduction avec une étude de cas qui porte sur un aménagement culturel qui a été réalisé dans le nord de la France, à Lens, avec la création d'une annexe du Louvre, le musée parisien. Donc changez de vignette pour aller vers la vue d'ensemble de cette introduction, zoomez sur le titre que vous notez, introduction, deux points, étude de cas, le Louvre Lens. En changeant de vignette, vous voyez une vue d'ensemble de ce musée qui a été construit et ouvert en 2012 et qui donc abrite une partie des collections que vous pouviez voir jusqu'à présent dans donc la maison mère parisienne du musée du Louvre. Donc une première idée que vous notez avant de passer à l'étude de cas à proprement parler. Le projet du Louvre-Lens est un projet original d'aménagement du territoire. Il est né de la volonté de l'État, au début des années 2000, de décentraliser des aménagements culturels parisiens. En changeant de vignette, vous allez arriver sur la vue d'ensemble de cette étude de cas dans laquelle, bien sûr, vous pouvez zoomer. Il y a 6 documents qui vous sont proposés et 7 questions. Nous allons procéder de la façon suivante. Vous allez donc mettre le son en pause pour répondre aux questions. Quand vous le remettrez, nous arriverons à la correction. Et ensuite, vous aurez un exercice d'écriture à faire et vous procéderez de la même façon. Vous mettrez le son en pause avant d'avoir une correction que vous prendrez en note. Donc mettez en pause pour donc l'étude de cas et pour les questions auxquelles vous allez trouver la correction dans quelques instants. On vous posait donc 7 questions sur cette étude de cas. La première portait sur le document numéro 1, donc question 1, doc 1. Quels sont les avantages de la situation de Lens pour l'implantation du projet de musée? Eh bien, les avantages de l'implantation de la ville, d'après le document numéro 1, qui est issu d'une association qui participe au développement de la région lensoise, c'est d'abord l'idée d'avoir une ville qui est desservie par un réseau de communication assez important. La ville est effectivement sur l'autoroute qui relie Paris à Lille. Elle n'est pas très loin non plus donc de la gare TGV de Lille et donc du passage de l'Eurostar qui ramène à l'Angleterre. Et justement, vous avez une ville qui se trouve à proximité de quelques grandes villes européennes. On est à peine 200 km de Paris, 140 km de Bruxelles, 210 km de Londres, 320 km d'Amsterdam ou 340 km de Cologne en Allemagne. Vous avez donc une ville qui est au cœur véritablement des grandes métropoles européennes. Deuxième question, document 2. Quelle était l'activité de la ville de Lens? Qu'est-ce qui le montre? Le document 2 te permet de voir que le musée du Louvre a été construit donc au milieu de la ville de Lens, qui se caractérise par deux choses qui témoignent de son passé ancien. Tout d'abord, on voit au fond deux collines qu'on appelle des terrils. Ces terrils, ce sont des collines artificielles qui ont été créées par les déchets d'extraction du charbon. L'extraction du charbon a été effectivement l'activité dominante de la ville de Lens entre les années 1890 et 1980, et tu as d'ailleurs une photographie qui te montre l'emplacement actuel du musée, qui correspond en fait à l'ancienne fosse numéro 9. La photo a été prise, dans les années 1930. Ce qu'on appelait une fosse, c'était une ouverture de mine dans laquelle descendaient donc des travailleurs, des mineurs, pour remonter du charbon à la surface. Et puis tu as une dernière chose, c'est le numéro 3 sur la première photographie, ce sont les cités ouvrières typiques donc du nord de la France qu'on appelle les corons, ces maisons en briques qui étaient destinées aux mineurs et à leurs familles et donc qui témoignent du passé ouvrier de la ville de Lens. Question 3, document 3. Qui est le principal acteur du financement du projet de musée et quelle forme prend le financement privé? Le principal acteur du financement du musée du Louvre-Lens, c'est la région. La région a investi pour 59% du budget total, ça représente 88 millions d'euros, c'est absolument considérable, et elle a été rejointe par d'autres acteurs locaux ou internationaux, c'est le cas de l'Union européenne qui prend tout de même à sa charge 20% du budget. Et puis il y a donc un financement privé qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le mécénat, pour 5%. Le mécénat, ce sont des particuliers, mais le plus souvent des entreprises, qui vont donc faire un don d'argent très important pour financer par exemple un équipement culturel, en échange bien évidemment de déduction d'impôts sur ces dons, mais c'est une façon, encore une fois, de faire financer une partie des équipements, par exemple culturels, par le monde privé. Quatrième question, documents 4 et 5. Quel type d'aménagements sont créés autour du musée? Alors autour du musée, on va
trouver plusieurs types d'aménagements. D'abord, des parkings qui apparaissent en bleu sur le document numéro 5 et qui servent bien évidemment à accueillir donc les visiteurs. On a aussi un espace de jardin public et finalement comme des coulées vertes qui sont intégrées à la ville de Lens, c'est ce que vous avez en vert sur la carte, des chemins piétonniers et cyclistes également, et puis de nouvelles voies qui permettent donc par des moyens piétonniers notamment de rejoindre justement les différentes composantes du centre de la ville de Lens. Le Louvre-Lens est effectivement central, mais vous avez aussi le stade Bollaert qui apparaît. Le stade Bollaert, c'est le stade de l'équipe de football de Lens qui est extrêmement importante pour l'histoire et l'identité de la ville. Et puis, vous avez d'ailleurs une allée nouvelle qui a été créée, qui s'appelle l'allée Marc-Vivien Fouet, du nom d'un ancien joueur de football lensois, qui rejoint donc, qui permet de rejoindre le Louvre depuis le stade Bollaert. Et vous avez donc le document numéro 4 qui vous montre justement un exemple d'aménagement, la passerelle Bernanos, qui engendre donc une rue réservée aux voitures et qui là donc permet un passage piétonnier. Donc vous avez un certain nombre d'aménagements qui ont été mis en place. Question 5, document 6. Quel problème est posé par la fréquentation du musée? Quelles retombées positives sont néanmoins évoquées par l'article? Le problème posé par la fréquentation du musée, c'est que en 2016, c'est les chiffres qu'on vous donne, on est légèrement en dessous des fréquentations attendues. On est autour de 444 600 personnes par an, avec 63% d'un public régional et 20% d'étrangers, ce qui est intéressant, mais encore une fois, c'est un peu en dessous des prévisions qui étaient espérées. D'autant plus que comme ce public est souvent régional, et notamment autour donc des agglomérations de Lens et de Liévin, c'est un public qui a un accès gratuit. C'est ce qu'a voulu la région, et ça c'est important en termes d'ouverture culturelle. C'est un public qui a un accès gratuit aux collections permanentes du musée. Et donc en termes de billetterie, eh bien, les recettes ne sont pas forcément très importantes. Les retombées positives, néanmoins, donc ce sont déjà des retombées touristiques, puisque les restaurants qui sont autour du musée fonctionnent, et puis vous avez donc, c'est ce que le chiffre qu'on vous donne, une hausse de 11,5% du nombre de chambres d'hôtel sur le territoire de Lens. Néanmoins, c'est encore relativement léger en termes de retombées positives, et ça peut poser d'ailleurs problème pour la ville. Question 6, document 6. Quel classement a obtenu le bassin minier en 2012? Quels autres projets sont mentionnés par l'auteur? En 2012, au moment de l'ouverture du musée donc Louvre-Lens, le bassin minier a obtenu un label qui est extrêmement important sur le plan touristique, c'est celui du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des sites qui sont classés un peu partout dans le monde et qui revêtent aux yeux de cette organisation internationale une importance culturelle particulièrement grande. En l'occurrence, là, il s'agit d'un patrimoine industriel, avec les anciens carreaux de mine, mais aussi un patrimoine humain, finalement, avec les habitats qui étaient les corons et qui donc sont eux aussi classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont désormais protégés par ce label. Par ailleurs, autour donc de la dynamique impulsée par le Louvre-Lens, vous avez d'autres projets qui sont mis en place. Par exemple, vous avez un bailleur social qui s'appelle Maison et Cité, qui a lancé donc un projet de résidence hôtelière de grand luxe dans d'anciens logements miniers reconvertis. Vous avez aussi un pôle d'excellence dans le domaine numérique culturel qui est en cours d'être mis en place, qui s'appelle le Louvre-Lens Vallée, même si ça n'est pas encore totalement concret. Et puis vous avez aussi la création d'une filière des métiers d'art qui était évoqué, puisque à l'horizon 2018, il y a eu à Lens l'arrivée du centre de conservation du Louvre avec 250 000 œuvres, c'est-à-dire que les œuvres qui ne sont pas exposées au musée du Louvre, elles sont rassemblées dans un centre de conservation. Et bien ce centre de conservation, il est à Lens. Et attention, c'est le centre de conservation pour le Louvre Paris et le Louvre-Lens, c'est pas uniquement pour le Louvre-Lens. Donc il y a des projets quand même qui voient le jour. Septième question, document 6. Quel problème est souligné par la mission interministérielle sur l'avenir de l'ancien bassin minier? Pour la mission interministérielle qui s'est penchée sur justement l'activité autour du Louvre-Lens, vous avez un manque essentiel, c'est justement ce qu'on appelle les synergies, c'est-à-dire les actions coordonnées entre les acteurs économiques très souvent privés, les entreprises pour faire simple, et la sphère publique, c'est-à-dire en gros les collectivités locales, mairies, communautés d'agglomération ou bien encore départements et régions. Il y a la volonté aussi de créer ce qu'on appelle une communauté urbaine unique entre Lens, Hénin, Carvin et Béthune, c'est-à-dire les 4 grandes villes qu'on retrouve autour de Lens, qui permettrait encore une fois de faire des économies d'échelle et donc d'avoir une action publique plus efficace. Donc quand on aménage le territoire, comme c'est le cas pour le Louvre-Lens, on essaye effectivement de
de réfléchir aussi à la façon dont les collectivités locales peuvent fonctionner entre elles et peuvent fonctionner également donc avec donc, des partenariats avec le monde privé. Voilà pour ces questions. On passe maintenant à l'exercice d'écriture. L'exercice d'écriture vous donne la consigne suivante. En vous appuyant sur les réponses aux questions, expliquez le choix du territoire et le financement du musée, décrivez ensuite les aménagements réalisés, enfin, montrez que malgré les projets, les retombées économiques sont encore limitées. Vous allez mettre le son en pause et quand vous le remettrez, je vous donnerai donc quelques indications pour construire votre exercice d'écriture. Pour construire votre exercice d'écriture, il faut que vous réfléchissiez en 3 temps. On vous demande de montrer 3 choses. D'abord, la question du choix du territoire et le financement du musée. C'est ce qui correspond, pour faire très très simple, aux questions donc numéro 1 et 3 que vous avez. Vous avez ensuite donc la deuxième partie de cet exercice d'écriture où on vous demande de montrer les aménagements qui ont été réalisés. Ça, c'est ce que vous avez donc sur la question notamment 4 de l'étude de cas, mais vous pouvez aussi vous baser sur le document 3 puisque on vous évoque également eh bien, les aménagements culturels autour du passé minier de la ville. Et puis ensuite, vous avez donc la dernière partie où on vous demande de parler des retombées économiques encore limitées. Là, vous allez le montrer, bien évidemment, à partir donc notamment de la question 5 qui vous parle de la fréquentation pas assez importante, même si des projets ont par ailleurs vu le jour à côté. Donc une fois que vous avez fait cet exercice d'écriture, vous pouvez donc le comparer avec les corrections que vous avez après. Mettez donc en pause pour rédiger, et quand vous remettrez, vous aurez donc la correction que vous prenez en note, même si elle est un peu longue. Donc vous changez de vignette pour arriver à la correction, qui est la suivante. Le projet a pour but de redynamiser l'ancien bassin minier en reconversion. Il mise sur la situation de Lens, proche des grandes villes européennes. Le financement du musée est porté et financé par les acteurs locaux, en particulier la région, mais aussi par l'Union européenne et l'État. Des mécènes participent également. Le musée a ouvert ses portes en 2012. Les aménagements qui l'accompagnent sont nombreux. Nouveaux parkings, réaménagement de voiries, création de voies piétonnes et cyclables et d'espaces verts. En outre, l'ancien bassin minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si les projets sont nombreux, création d'une résidence hôtelière de luxe, un pôle numérique, les retombées économiques sont encore limitées. L'activité hôtelière a augmenté, mais le public qui vient au musée est surtout local, car il peut accéder gratuitement aux collections permanentes. Les partenariats entre les acteurs publics et privés sont encore insuffisants aux yeux de l'État. Voici donc pour cette correction. Vous pouvez changer de vignette pour noter la conclusion de cette introduction, si on peut dire, avant de passer véritablement au vif du cours. Ici, l'aménagement du territoire donc correspond à redynamiser un espace touché durement par la crise industrielle, en créant un espace culturel avec un rayonnement local, national et européen. Les retombées économiques sont encore limitées, mais l'offre culturelle pour la population est une réussite. Encore une fois, et avant de passer au grand 1 du cours, ayez en tête que la question de l'aménagement du territoire est une question qui pose de nombreux problèmes, et parmi ceux que ça pose, c'est l'idée aussi de la rentabilité de l'aménagement. En gros, quand on fait de l'aménagement du territoire, quand on essaye donc de réduire des inégalités entre des territoires, est-ce qu'il faut que l'aménagement soit rentable? Est-ce qu'il faut que, en gros, la collectivité ou l'entreprise qui participe à ça puisse rentrer dans ses faits, voire faire des bénéfices sur l'aménagement? La question se pose en l'occurrence là avec le Louvre-Lens. Vous avez des collectivités à qui l'aménagement a coûté beaucoup d'argent, mais en même temps avec quelque chose qui est une ouverture culturelle absolument inespérée pour des populations qui, justement, du fait d'une certaine misère sur le plan économique, étaient plutôt exclues des grandes offres culturelles nationales. Donc là, vous avez quelque chose qui est plutôt intéressant de ce point de vue-là, et donc vous avez un aménagement du territoire qui réduit des inégalités. Encore une fois, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est celle du rapport entre le coût réel et puis ce que vous en retirez, par exemple, pour des populations qui, là, n'est pas forcément chiffrable en termes d'argent. On va passer donc à la vignette suivante, c'est la vue d'ensemble du grand 1. Il faut avoir en tête donc que quand on fait l'aménagement du territoire, on cherche d'abord à réduire des inégalités, d'accord, dans le territoire. Et donc il faut qu'on se penche quelques instants sur ces inégalités qui sont propres au territoire français. Donc grand 1, les inégalités du territoire français. Changer de vignette pour aller vers le grand A. Paris et les métropoles concentrent les richesses. Voici une carte qui vous montre l'organisation donc du territoire français. Ce que vous pouvez constater, c'est que le territoire français, il est organisé véritablement, et c'est ce que vous montre la légende, par les métropoles.
Les grandes métropoles, bien évidemment, vous en avez donc un peu partout sur le territoire, même si elles dominent donc dans la partie sud et la partie ouest. Et puis, bien évidemment, vous avez Paris, qui est la seule ville mondiale qui se trouve plutôt au nord. Donc ça, c'est une première idée, c'est que les grandes métropoles aujourd'hui, ce sont celles qui organisent et qui même polarisent le territoire français, c'est-à-dire qu'elles attirent la plupart des activités, et vous connaissez donc le terme qu'on emploie pour parler justement de la prépondérance aujourd'hui de ces villes, on va parler de métropolisation. Vous pouvez changer de vignette pour noter la trace écrite. L'organisation territoriale de la France est dominée par Paris, unique ville mondiale en France. Dans un deuxième temps, les métropoles régionales concentrent de plus en plus les activités et les richesses. On parle de métropolisation. Changez de vignette pour arriver sur une photographie. Cette photographie vous montre un paysage en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire au nord de Paris. Vous avez au fond les pylônes très caractéristiques du Stade de France, c'est-à-dire le grand stade dans lequel ont lieu la plupart des compétitions nationales des équipes par exemple de football ou de rugby donc en France. Vous avez devant un immeuble qui est un immeuble d'habitation et puis vous le voyez aussi au premier plan le long du canal du Lundi, vous avez eh bien un bidonville. Ce bidonville, c'est un bidonville qui accueille des populations de réfugiés et des populations roms et qui vous montre justement que les inégalités, elles sont aussi dans le territoire français, à l'intérieur des villes. Le fait que les villes concentrent de la richesse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est 62% des pauvres qui vivent dans les grandes agglomérations. Ça, c'est très important à avoir en tête, c'est-à-dire que ces grandes agglomérations, si elles concentrent les richesses, elles concentrent aussi la pauvreté. Changez de vignette pour pouvoir le noter. Cette concentration des activités dans les grandes villes n'empêche pas la pauvreté. 62,5% des pauvres vivent dans les grandes agglomérations. Cela signifie donc que les inégalités se retrouvent également à l'échelle des villes. Changez de vignette pour noter le titre du grand B qui s'intitule « Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation ». Changez de vignette pour aller sur la carte que vous avez déjà vue. Lorsque vous regardez cette carte, vous êtes capable de voir quelque chose que vous avez déjà vu dans les précédents chapitres donc concernant la géographie de la France, c'est que, en l'occurrence, la partie ouest et la partie sud de la France constituent les espaces véritablement dynamiques. Une grande partie de l'est aussi, avec l'Alsace par exemple, fait partie de ces espaces-là. Et le point commun, quand vous regardez les grandes métropoles qu'on y trouve, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Grenoble, Lyon ou donc encore Strasbourg que j'évoquais, c'est la présence très souvent des hautes technologies. Ces hautes technologies, aujourd'hui, elles ancrent justement ces grandes métropoles dans la mondialisation. Si vous prenez par exemple Bordeaux et Toulouse, vous avez eh bien l'aéronautique, qui est un exemple d'industrie de haute technologie et qui permet d'ancrer donc bien profondément ces territoires de Toulouse et de Bordeaux donc dans la mondialisation. Donc ça, c'est une première idée qu'il va falloir noter, c'est que ces inégalités à plusieurs échelles, elles ont été accentuées par la mondialisation. Ainsi, les grandes métropoles sont intégrées à la mondialisation par des activités spécialisées dans l'industrie ou les nouvelles technologies, comme Toulouse ou Bordeaux, avec l'aéronautique. Quand vous revenez sur la carte, justement, j'évoquais tout à l'heure l'est du territoire, vous pouvez constater que l'est du territoire, il est aussi marqué par des dynamiques qui sont des dynamiques liées aux frontières. D'accord ? Les espaces frontaliers sont aussi très souvent des espaces attractif et dynamique. C'est le cas par exemple de la frontière avec la Suisse, mais aussi de la frontière avec l'Allemagne, qui concerne en particulier l'Alsace, mais pas uniquement, la frontière avec la Belgique aussi, où le Luxembourg est une zone d'attractivité économique. Donc vous avez aussi les frontières qui sont bien intégrées à la mondialisation, notamment celles du Nord et de l'Est, qui participent donc justement de ce qu'on appelle la mégalopole européenne, qui traverse donc l'Europe de Londres en gros au Royaume-Uni jusqu'au nord de l'Italie en passant par Milan, d'accord ? Donc vous avez une zone dans laquelle, eh bien, ces territoires du nord et de l'est sont plutôt pas trop mal intégrés, et donc ils sont intégrés à la mondialisation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que donc les régions frontalières sont des interfaces, et donc elles sont intégrées à la mondialisation, mais c'est le cas aussi des façades littorales. Quand vous avez par exemple des ports très importants, comme Marseille en Méditerranée, Saint-Nazaire pour la construction, Le Havre pour le commerce, ou Dunkerque, encore une fois pour le commerce également, dans le nord de la France, vous êtes là aussi sur des interfaces dynamiques qui permettent, notamment parce que ce sont des relais du commerce mondial, donc d'intégrer ces espaces à la mondialisation. Et ça, vous allez le noter. Donc les régions frontalières à l'est du territoire profitent également de la mégalopole européenne. Les façades littorales, quant à elles, bénéficient de leur situation d'interface pour se développer. Et à côté de ça, quand on regarde à nouveau la carte, changer de vignette pour y aller, on se rend compte qu'il y a des espaces qui, eux, sont mal intégrés.
D'accord? Ces espaces qui sont mal intégrés, ils sont de deux types. Ça peut être des espaces qui sont en reconversion industrielle. Ce sont les espaces en mauve sur la carte, dans le nord et dans l'est de la France. C'était notamment tous les espaces qui étaient liés aux industries d'extraction, comme par exemple le charbon. Mais ce sont aussi les espaces que vous avez dans ce qu'on appelait donc la diagonale ou la France du vide, c'est-à-dire cette partie intérieure du territoire français qui va des Ardennes au nord jusqu'aux Pyrénées au sud. Donc ces régions-là, elles sont dans une situation donc non pas de désintégration, mais en tout cas elles sont en retrait face à la mondialisation, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'économiquement elles ne sont pas forcément reliées, alors il peut y avoir des exceptions, comme par exemple Clermont-Ferrand que vous avez au centre de la carte avec Michelin et l'industrie du pneumatique, mais vous avez très souvent aussi un déficit au niveau des transports et parfois même au niveau des communications avec ce qu'on appelle la fracture numérique, des espaces qui sont moins bien desservis par la téléphonie et par Internet. Donc vous allez pouvoir noter cette idée. À l'opposé, les espaces ruraux sont mal intégrés au réseau, qu'il s'agisse de l'économie, des transports ou de la communication, téléphonie et Internet. Vous allez changer de vignette pour arriver sur la vue globale du Grand 2 et vous allez zoomer sur le titre que vous pouvez noter, Grand 2, les enjeux de l'aménagement du territoire. Pour traiter de ces enjeux, vous allez d'abord noter le titre du Grand A qui s'appelle les espaces ruraux. Dans les espaces ruraux, vous avez d'abord à noter ceci, c'est un peu long, mais il faut quand même le savoir, c'est qu'il s'agit de réduire donc les difficultés économiques et démographiques. Des zones de revitalisation rurale, les ZRR, sont soutenues par l'État, qui accorde ainsi des facilités aux entreprises qui s'installent dans ces zones en déprise. De même, les fermetures de services publics s'accélérant, des maisons de services publics ont été créées à partir de 2015. Vous allez changer de vignette et aller sur une image. Il s'agit d'une photographie qui vous montre une manifestation de Gilets jaunes à la fin du mois d'avril 2019 à Paris. Cette manifestation, elle vous montre des gens qui protestent contre notamment l'augmentation du prix des carburants. Là, le mouvement des Gilets jaunes, qui est apparu en France donc à la fin du mois de novembre 2018, est un mouvement qui peut être en partie lié à la question justement des inégalités territoriales. Alors attention, ce ne sont pas ces seuls ressorts. Il y a aussi une colère sociale qui s'est fait jour, une colère notamment bien liée à un moment donné à la question des fruits justement liés à la croissance économique, le fait de pouvoir aussi partager justement les succès de la mondialisation. Les Gilets jaunes, d'une certaine façon, ils sont issus de cette question du sentiment d'abandon que l'on retrouve parfois dans les zones rurales pour plusieurs raisons. Ce sont des gens qui sont parfois dépendants de la voiture parce qu'ils habitent dans des zones périurbaines et doivent venir travailler en ville avec leur voiture. Or, l'augmentation des prix des carburants ou la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes donc sans séparateur central sont des éléments qui finalement donnent une impression de relégation à certaines populations qu'on trouve dans les zones rurales. Et donc justement, cette réflexion sur les Gilets jaunes, elle est intéressante par rapport à ça. C'est l'idée que vous allez noter en changeant de vignette. En novembre 2018, des revendications du mouvement des Gilets jaunes ont en partie été nourries par le sentiment d'abandon dans certaines zones rurales. La distance des grands centres urbains a été vécue comme accentuée par la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes sans séparateur central ou l'augmentation prévue des prix du diesel. Ça, c'est ce qui concerne donc les zones rurales. Vous allez changer de vignette pour noter le titre du Grand B, pour vous intéresser justement à la question des aires urbaines et à la mixité sociale qu'il faut y trouver. Encore une fois, vous l'avez vu juste avant, la question de la pauvreté, c'est quelque chose d'important dans les grandes zones urbaines, puisque aujourd'hui, les grandes métropoles concentrent 62,5% de la pauvreté en France. Pareil, une première idée à noter, elle est un peu longue. Dans les aires urbaines, la politique mise en place vise à améliorer la vie dans certains quartiers pauvres des grandes villes, où la mixité sociale est très faible. Ainsi, la politique pour la cohésion urbaine et la ville soutient 1500 quartiers en difficulté en France. Ils sont essentiellement situés en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Il s'agit de quartiers dits prioritaires. En changeant de vignette, vous pouvez voir une capture d'écran qui est issue du système d'information géographique de la politique de la ville et qui concerne donc une ville que vous connaissez bien, c'est Toulouse. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez avoir donc un zoom sur les quartiers que nous connaissons et qui sont adossés au collège et qui vous permettent de voir que finalement les quartiers qui soit relèvent des nouvelles politiques de la nouvelle rénovation urbaine ou qui relèvent aussi de quartiers prioritaires, eh bien ce sont par exemple donc les quartiers des Pradettes, les quartiers de la Sépierre-Beauregard, des Arènes, mais aussi plus globalement donc le quartier dit du Grand Mirail, c'est-à-dire une grande partie de Bagatelle et par exemple de la Rainerie et de Bellefontaine
Entre autres. On va s'intéresser aussi à un autre quartier toulousain qui est un peu plus excentré nous concernant, c'est celui donc d'Ampalo. Ampalo, c'est un quartier qui est situé en bordure du centre-ville, pas très loin du quartier Saint-Michel. Vous allez donc changer de vignette pour aller voir justement un document qui est issu du site donc de la politique de la ville et qui vous montre quel type d'aménagements justement sont prévus dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier d'Ampalo. Vous avez d'abord en orange sur cette petite carte des aménagements d'espaces privés, de résidences privées qui sont prévues. En bleu, ce sont les aménagements d'espaces publics, notamment, par exemple, donc des bâtiments qui vont être remis à neuf, mais vous avez aussi, c'est le cas du petit numéro 7 que vous avez, la création d'un nouveau terrain de sport. Vous avez aussi une gare routière qui va être réaménagée. Et ça passe aussi souvent, et c'est ce que vous avez là donc en rouge, par également des démolitions et donc des relogements pour des populations dans des logements qui sont parfois très anciens et donc insalubres. Néanmoins, très souvent, ce renouvellement urbain, il ne va pas sans une activité économique, et donc vous avez en jaune aussi tout ce qui concerne la construction du cœur de quartier, avec par exemple des commerces qui vont être positionnés dans des immeubles construits et dans lesquels il y aura aussi des logements, très souvent des logements sociaux, mais pas uniquement. On cherche aussi à construire des logements qui puissent servir donc d'accès à la propriété pour des populations qui jusque-là essayaient d'éviter ces quartiers. Donc vous avez un renouvellement qui vise justement à réduire les inégalités entre les quartiers, et donc on va là directement au cœur des villes. L'aménagement du territoire, c'est pas simplement entre les régions, c'est aussi parfois à une échelle très fine, là vous le voyez, à l'échelle donc d'un quartier. Vous allez donc pouvoir noter ceci. Ce sont ces quartiers qui bénéficient du renouvellement urbain. Concrètement, cela signifie que les habitats collectifs de type grands ensembles, construits des années 50 à 70, sont détruits pour laisser la place à des bâtiments plus petits, plus aérés, où la voirie est totalement repensée. L'objectif est de favoriser la mixité en attirant des populations qui avaient fui ces quartiers à partir des années 70. De la même façon, avant de changer de vignette, j'attire aussi votre attention sur la multiplication des écoquartiers. Ces écoquartiers, ce sont par exemple ceux que l'on peut trouver à Toulouse, à Blagnac par exemple, ou à Rangueil. À Blagnac, c'est le quartier Andromède. Et c'est aussi par exemple, même s'il n'a pas fonctionné, le projet qui était celui du quartier de la Cartoucherie, pas très loin du collège. La Cartoucherie, c'est un quartier qui devait être donc labellisé écoquartier, mais qui ne l'a pas été pour des questions de pollution des sols. La pollution des sols liée notamment à l'usage ancien de ce quartier, c'est-à-dire la production de cartouches pour les fusils et d'obus par exemple pour les canons, qui fait que les pôles ont été pollués notamment avec du soufre. Donc vous avez des écoquartiers qui se créent aussi en ville, et le but c'est aussi d'offrir de la mixité sociale, et ça, les aménagements donc locaux sont ceux qui répondent à ces questions-là. Changez de vignette pour noter cette idée. De même, les projets de plus en plus nombreux d'écoquartiers dans les métropoles participent de la volonté d'un aménagement local s'inscrivant dans une logique de développement durable. Vous allez maintenant changer de vignette pour arriver vers le grand C, qui concerne un exemple qui est très important d'aménagement, c'est les transports. Vous avez donc la vue globale de ce grand C, zoomé pour en noter le titre, grand C, les mobilités, des LGV au transport quotidien. Alors, je vous le dis tout de suite, LGV, ça veut dire ligne à grande vitesse, et ça concerne un aménagement qui, en France, se fait depuis la fin des années 70, c'est-à-dire les lignes TGV. Ces lignes TGV, elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles ont permis de réduire un peu, finalement, les distances en France. Alors attention, les distances entendues en termes de temps. Elles ne réduisent évidemment pas les distances kilométriques, mais vous allez voir une carte qui vous montre ce que ça veut dire concrètement sur le plan, justement, du temps. Avant de voir cette carte, vous allez d'abord noter une première trace écrite qui va en fait relier toutes les traces écrites de ce grand C entre elles. Vous allez voir qu'à la fin de la trace écrite qui se trouve sur la vignette suivante, vous allez avoir à la fin 2 points. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être après de faire en fait des tirets pour les 3 idées que nous allons voir. D'accord ? Vous allez comprendre. Donc, la trace écrite, la première est la suivante. La politique d'aménagement du territoire passe également par une action importante dans le domaine des transports. Les politiques publiques souhaitent garantir les déplacements des populations. Des projets à différentes échelles sont menés. Faites les 2 points, vous allez à la ligne, vous faites un tiret, éventuellement même vous sautez une ligne, et vous allez, avant de voir la suite, de noter la suite, voir la carte que j'évoquais et qui concerne donc l'isochronie. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Cette carte, donc, elle vous montre non pas l'emplacement réel des villes françaises, mais leur emplacement par rapport à Paris en temps de trajet en train. C'est ce qui fait, par exemple, que vous pouvez constater que Marseille se retrouve donc plus au nord que Clermont-Ferrand,
alors qu'il faut à peu près le même temps en train pour donc les rejoindre. Cela signifie concrètement que Marseille, bien évidemment, est beaucoup plus au sud, mais comme vous avez le TGV qui relie Paris à Marseille, il faut finalement autant de temps pour faire Paris-Marseille que pour faire Paris-Clermont-Ferrand. Vous pouvez voir la même chose aussi par exemple avec Biarritz. Biarritz se trouve quasiment sur donc le cercle pointillé des 4 heures depuis Paris. C'est-à-dire que Biarritz, qui se situe complètement au sud-ouest de la France, eh bien, est plus proche en temps de Paris que ne l'est par exemple Toulouse. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié bien évidemment au développement des lignes à grande vitesse, des lignes TGV, qui ne concernent pas tout le territoire. Et vous avez donc, de ce point de vue-là, des inégalités aussi, et donc les lignes à LGV, parfois, les lignes LGV cherchent à répondre à ces inégalités, même si, et c'est un véritable problème qui se pose d'ailleurs actuellement pour Toulouse, elles coûtent parfois très très cher, et donc les projets qui étaient créés ces dernières années ont tendance à être abandonnés. Depuis de nombreuses années, par exemple, on évoque une LGV qui ferait Toulouse-Bordeaux, mais de plus en plus ce projet apparaît comme infaisable pour des raisons économiques. Donc vous allez, à la ligne, je vous le disais, vous faites un tiré, vous me notez cette première idée. Des projets ferroviaires au niveau national. Des lignes de train à grande vitesse sont prévues. Récemment, la plus importante est celle reliant Paris à Bordeaux. Ces projets titanesques amènent d'ailleurs les villes à repenser les quartiers dans lesquels se situent les gares. Les LGV ont modifié la perception des distances à l'intérieur du territoire. Ainsi, Marseille n'est qu'à 3 heures de Paris désormais, alors que Clermont-Ferrand, qui est pourtant à une distance inférieure de 300 km, est à 4 heures de train de la capitale. Elles servent essentiellement, ces lignes donc LGV, à relier les métropoles entre elles. Une fois que vous avez noté ça, vous sautez une ligne, vous faites un nouveau tiré, on va s'intéresser à la deuxième idée, donc de ces projets d'aménagement, à partir de cette carte. Cette carte, elle vous montre donc le réseau autoroutier français et le réseau donc des voies express, c'est-à-dire des voies doubles, c'est-à-dire 2 fois 2 voies, mais limitées à 110 km/h puisque vous n'avez pas les aménagements propres à une autoroute qui elle est limitée à 130 km/h. Alors cela vous montre donc ces routes que justement une partie de l'aménagement du territoire va aussi passer par la création donc de projets autoroutiers. En l'occurrence, dans le centre de la France, par exemple, vous avez une autoroute qui sert à relier Lyon jusqu'à Bordeaux, qui est l'autoroute A89, qui a permis aussi de désenclaver une partie du Massif central. C'est-à-dire que toute la région donc justement de l'Auvergne et une partie du Limousin donc peuvent être reliées au reste du territoire par ces autoroutes, bien plus notamment que par les liaisons ferroviaires. Donc vous allez pouvoir noter ça. Des projets autoroutiers. Ces projets visent à désenclaver les territoires. En France, les exemples les plus récents concernent le réseau autoroutier du Massif central, l'A89 qui le traverse d'est en ouest et l'A75 du nord au sud, qui permettent un maillage routier important. Alors, vous sautez une ligne maintenant, s'il vous plaît, vous faites un dernier tiré, et puis donc, après avoir vu la question des aménagements ferroviaires, c'est-à-dire le train, la question des aménagements autoroutiers, on va aussi se pencher sur la question d'aménagements beaucoup plus locaux, c'est-à-dire ceux des transports en commun qui desservent les villes depuis l'extérieur ou même à l'intérieur. Vous allez changer de vignette pour aller vers une infographie qui concerne Toulouse. Cette infographie, elle a été publiée par Tisséo, et elle vous montre donc le projet qui est en cours de mise en place d'un téléphérique urbain desservant en gros Rangueil et la plaine du Portet. Ce qui est intéressant, c'est que ce téléphérique, tout d'abord, c'est plutôt un mode de transport qui est un mode de transport plutôt respectueux de l'environnement. Il y a la question justement de plus en plus dans les aménagements donc de transport en commun du développement durable, donc du respect de l'environnement, et le téléphérique par son fonctionnement électrique semble répondre en partie à ça. Il y a aussi la question de l'intégration dans le paysage, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez de plus en plus aujourd'hui, pas forcément avec les téléphériques, mais avec ce qui a été finalement la mode sur le plan du développement des transports en commun depuis la fin des années 90, c'est le développement du tramway. Les tramways, vous en aviez dans la plupart des villes de France au début du XXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu après une désaffection de ce moyen de transport puisqu'on a multiplié bien évidemment les voitures dans les villes et depuis donc les années 90, la volonté justement d'éviter la multiplication des voitures en ville fait que de plus en plus on revient à des modes de transport qui sont des modes de transport qui s'intègrent bien dans le paysage, c'est le cas donc du tramway ou du téléphérique et qui sont en plus respectueux de l'environnement. Et puis vous voyez que ce téléphérique urbain sud, pour revenir à lui, on justifie en fait sa construction par plusieurs choses. D'abord parce qu'il fait le lien entre différents
différents moyens de transport. Vous voyez que depuis le téléphérique, vous pouvez relier en fait les différentes lignes de métro toulousaines. Vous avez aussi sur la plaine du Portet, au niveau de l'Oncopole, la ligne donc de bus en site propre et haute fréquence, la ligne 5, qui passe. Vous avez la proximité du périphérique qui apparaît également, et puis vous avez aussi la volonté de montrer que ce téléphérique, il va desservir des bassins d'emploi et d'études. Vous avez les 25 000 emplois de Basso-Cambo qui sont concernés, mais également donc les 20 000 emplois de la zone scientifique autour de l'université Paul Sabatier et du quartier de Montaudoran, ainsi bien sûr que les 30 000 étudiants qui s'y trouvent. Donc cette question des transports en commun, elle est aussi très importante en termes d'aménagement local, et encore une fois, vous voyez aujourd'hui, on justifie ces aménagements par des questions donc relatives notamment à la desserte des zones d'emploi. Vous allez donc pouvoir noter ce qui suit. Des projets de transport en commun, les politiques urbaines locales financent des transports en commun. Si des projets de métro existent, comme la 3e ligne toulousaine, ces 2 dernières décennies ont vu le développement du tramway, qui a l'avantage d'être écologique et de s'intégrer au paysage urbain. Nous allons passer à la dernière partie du cours. C'est un grand 3 qui porte sur les acteurs de cet aménagement du territoire. Alors, vous avez donc la vue d'ensemble. En zoomant, vous avez le titre, qui est le grand 3. Vous pouvez le noter. Et je vous explique comment vous allez procéder. Il y a peu de documents qui concernent ce grand 3. Il y en a un essentiellement que vous avez déjà vu et que vous avez théoriquement dans vos cahiers. C'est ce document que je vous avais distribué au début du chapitre sur les espaces productifs et qui porte sur les acteurs en géographie. Encore une fois, quand on parle d'acteurs en géographie, il faut comprendre, et vous pouvez le voir en changeant de vignette pour arriver sur cette infographie, que l'acteur, c'est un groupe d'individus qui agit sur l'espace. Il y a différents types d'acteurs, les acteurs publics transnationaux, les acteurs publics locaux, les acteurs privés transnationaux et les acteurs privés locaux. Nous allons nous intéresser là, donc, aux grands types d'acteurs qui interviennent dans l'aménagement du territoire en France, et nous allons essayer à chaque fois de voir qui ils sont. Donc on va commencer par l'État et l'Union européenne. En revenant sur l'infographie, en changeant de vignette, vous constatez que l'État et l'Union européenne, ce sont bien évidemment des acteurs publics. L'Union européenne est un acteur public transnational, l'État, lui, est de fait un acteur public local. Voilà ce qu'ils font. Changez de vignette pour le noter. La politique d'aménagement du territoire est menée à plusieurs échelles. Ainsi, l'Union européenne est le premier financeur de l'aménagement, en particulier par le biais du FEDER, Fonds européen de développement régional. L'État, qui fut longtemps le seul acteur de l'aménagement du territoire, agit aujourd'hui sur les conseils du CGET, c'est-à-dire le Commissariat général à l'égalité des territoires. Changez de vignette pour noter la suite. Cet organisme d'État, qui a remplacé la DATAR, délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, imagine le futur du territoire français et publie régulièrement des documents de prospective. Il s'agit de réfléchir aux différents scénarios de transformation du territoire en fonction de facteurs divers, comme par exemple le réchauffement climatique. On passe maintenant au grand B et on s'intéresse aux collectivités locales. En changeant de vignette, vous revenez sur l'infographie qui vous permet de constater bien évidemment que ces collectivités locales, que sont par exemple la région, le département ou les communes, sont des acteurs publics locaux. Concernant justement ces collectivités locales, vous allez noter ce qui suit. Depuis les lois de décentralisation de 1982, le rôle de l'État s'est considérablement réduit dans l'aménagement du territoire. Ce sont les collectivités territoriales qui ont pris le relais. Il s'agit des régions, des départements et des communes. Changez de vignette pour noter la suite. La région est l'acteur majeur de l'aménagement du territoire. La décentralisation lui a donné des compétences accrues en matière de gestion de l'emploi, mais également en ce qui concerne les transports, qui sont donc, nous l'avons vu, un élément central dans les politiques d'aménagement. Elle cherche à attirer habitants et activités et participe au financement de projets culturels d'ampleur propres à favoriser l'attractivité d'un territoire. C'est le cas, par exemple, du Louvre-Lens. On passe enfin, et c'est le grand C, aux acteurs privés. On revient sur l'infographie, et l'infographie, elle vous permet de voir que quand on parle d'acteurs privés, ils peuvent être locaux ou transnationaux, et ce sont bien évidemment les entreprises. Alors si on est par exemple dans le cas de la ville de Toulouse, on a des entreprises qui, donc justement, fonctionnent sur plusieurs plans. Une entreprise comme Airbus, par exemple, c'est bien évidemment un acteur privé transnational, c'est-à-dire qu'il agit à plusieurs échelles, c'est ce qu'on appelle une FTN, c'est ce que vous montre donc la fiche, pour firme transnationale. Et vous avez aussi des acteurs privés locaux, ce sont par exemple les sous-traitants qui vont travailler par exemple pour justement livrer des pièces spécifiques à Airbus.
Vous allez donc pouvoir changer de vignette pour donc noter ce qui concerne ces acteurs privés avec, vous allez le voir, un exemple que vous connaissez bien. Donc les entreprises peuvent ainsi jouer un rôle. Ainsi, les pôles de compétitivité mondiale définis à la suite de la crise économique de 2008 font agir ensemble collectivités territoriales et entreprises. Changer de vignette pour aller sur cette image. Encore une fois, vous la connaissez, elle vous montre bien évidemment ce qu'on appelle l'Aerospace Valley, qui donc faisait se rejoindre la région Midi-Pyrénées, c'est-à-dire l'ouest de l'Occitanie, et donc la région Aquitaine, autour de la construction aéronautique notamment, mais pas uniquement. Et puis vous vous rappelez, cette image qu'elle montrait, c'était donc que vous aviez donc à la fois des acteurs publics qui étaient engagés là-dedans, bien évidemment les régions, mais aussi la communauté urbaine de Bordeaux ou encore Toulouse Métropole, et que donc tous ces acteurs locaux travailler donc avec des entreprises. Et vous allez donc pouvoir le noter, et on terminera par là. L'Aerospace Valley en est un exemple frappant. Il s'agit du pôle de compétitivité mis en place le long de la vallée de la Garonne autour de l'activité aéronautique. Les collectivités territoriales, communautés urbaines, régions et l'État travaillent avec les entreprises du secteur, Airbus, Dassault, etc. Vous en terminez donc avec ce chapitre 4 sur l'aménagement du territoire français.